Ok, parfait, c'est bon. Salut Chloé, Hello Jay, comment tu vas? je vais très bien, merci. Et toi? Ça va aussi, merci. Écoute, je suis très content de te recevoir ici sur Self Upgrade. C'est à distance, mais je suis très, très, très content que tu aies accepté et que tu aies pris le temps. Écoute, rentrons peut-être dans le vif du sujet. Pour ceux qui te connaissent pas, c'est qui Chloé et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Déjà, merci à toi Jay pour cette invitation. Je suis très très heureuse aussi de pouvoir échanger avec toi et avec les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui. C'est qui Chloé? Chloé, en fait, c'est une personne qui s'est donnée pour mission, pour objectif d'aider les personnes en recherche d'emploi à reprendre confiance en elles et derrière de leur donner les clés pour qu'elles puissent donc décrocher le poste auquel elles aspirent. Donc ça, c'est une première facette de Chloé. Une deuxième facette de Chloé, c'est d'aider ces fameuses personnes-là, une fois qu'elles ont décroché leur poste, d'être plus épanouies et d'être bien dans leur travail. Donc Chloé, c'est un petit peu ça. C'est celle qui accompagne et qui aide les personnes en recherche d'emploi. Ok, super. Ouais, comme je te disais en off, moi j'ai pris une de tes formations pour un cousin à moi, ben, justement, qui voulait préparer ses entretiens, puisque je voyais que c'était. Et puis en plus, on en reparlera un petit peu, mais je pense qu'effectivement, dans la recherche d'emploi, il y a quand même pas mal d'étapes. Il y a entre chercher le bon emploi, entre l'entretien, entre l'après-entretien, etc. Et c'est vrai que lui, je sais qu'il avait un petit peu. Il avait un blocage au niveau de l'entretien. Je sais que ça l'a beaucoup aidé, ce que tu fais en termes de formation. Donc, c'est cool parce que je pense que Merci. c'est un gros, gros, gros pain point problème que tu résous avec ce que tu fais aujourd'hui. Donc, très, 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 très cool. Merci pour ta confiance et merci à ton cousin aussi pour sa confiance. Ouais, de toute façon, il va voir ça, je pense qu'il va rigoler puisqu'il sait pas il va pas savoir que j'ai dit ça. Dis-moi, si on retourne peut-être quelques années, la jeune Chloé, elle rêvait de quoi? Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, je pense, ou quoique peut-être un peu. La jeune Chloé rêvait de devenir femme d'affaires. En fait, j'ai Ok. grandi dans un environnement où mon père était plus ou moins à son compte, ma mère elle travaillait avec lui. Et surtout, j'ai grandi avec une tante, en fait, qui, elle, était femme d'affaires. C'est-à-dire qu'elle avait plusieurs boutiques qu'elle gérait. Et pendant les vacances, j'allais souvent jeter un petit coup d'œil et puis filer un coup de main dans ces boutiques. Et j'avoue que je me suis toujours dit, ça peut être cool aussi un jour de pouvoir gérer plusieurs choses comme ça, d'avoir plusieurs business en même temps. Donc, c'est un petit peu ce que je fais d'ailleurs maintenant. Mais oui, la jeune Chloé rêvait de devenir femme d'affaires. Elle voyait vraiment déjà plusieurs possibilités qui s'offraient à elle et plusieurs façons finalement de mettre en avant son savoir. Ok. Et où est-ce que tu as pu voir ça? C'est l'upgrade quand même. Il faut que je me renseigne. Non, mais... Ah oui, parce que ça, c'est pas quelque chose que je dis tout le temps, mais oui, en effet, la jeune Chloé qui rêvait d'être femme d'affaires a commencé très, très jeune aussi à vendre, à commercialiser des choses. Et quand j'étais au collège, en effet, je vendais des biscuits de la marque Biscoco, d'ailleurs, qui existe toujours. Je suis d'origine camerounaise et je pense qu'elle existe toujours au Cameroun. Et c'est donc le surnom qu'on me donnait, qu'on me donnait Biscoco, oui. Ok, non, mais c'est cool en tout cas que tu commencé aussitôt. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses, je mets des guillemets, des fois on a des choses innées, des fois il y a des choses qu'on travaille, des fois on a des fois des envies qui sont là, qui sont naissantes. Et c'est vrai, c'est toujours intéressant de pouvoir ben, les exprimer. Donc du coup, Exact. passons peut-être sur la Chloé de maintenant et qui, je pense, évolue tout le temps. Mais aujourd'hui, donc, on va dire, tu as un projet que moi je vois qui est principal, c'est Job Mentor. Alors, je ne sais pas si c'est, je dis principal en termes de visibilité, peut-être que c'est pas le cas en termes de temps passé, d'impact, etc. Mais c'est celui en tout cas en termes de visibilité que je vois pas mal. Comment tu as eu l'idée de Job Mentor? Oh, ça c'est super intéressant comme question. L'idée de Job Mentor m'est venue d'une écoute d'un podcast qui s'appelle The Mindset Mentor, actually. Et c'est en fait pour ça que j'ai aussi eu le nom. Ça m'a inspiré le nom de mon entreprise. En fait, c'est un podcast que j'ai écouté pendant mes dernières années de salariat, pendant très très longtemps. Donc, j'étais commerciale. Je faisais beaucoup de trajets, beaucoup de routes. Et en fait, quand j'ai découvert les podcasts, c'est essentiellement ce que je faisais pendant tout mon temps de trajet. Et il y a donc ce podcast-là, c'est un podcast de développement personnel, hein, mais que j'ai vraiment apprécié et qui, au fil des épisodes, en fait, m'a fait me poser des questions, me remettre en question sur un petit peu qu'est-ce que je fais là, est-ce que ce que je fais a du sens, est-ce que ce que je fais a un impact sur la vie des autres. Donc c'est vraiment au fur et à mesure de ces écoutes là que j'ai commencé à me dire, j'ai pas trop ce sentiment là d'apporter quelque chose au monde, aux autres.
Donc, je vais peut-être réfléchir à faire autre chose, à faire qui va un petit peu plus me donner ce sentiment-là. Je me souviens avoir fait cet exercice, littéralement, c'est d'avoir listé un petit peu tout ce que je savais faire. Parce qu'on le dit, hein, notamment quand on parle d'ikigai, on dit souvent qu'il faut savoir ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, ce avec quoi on peut gagner sa vie. Donc, je me souviens vraiment avoir listé tout ce que je savais faire parce que je savais déjà que je ne voulais plus faire ce que je faisais, tout simplement. Et la femme d'affaires que je suis savait qu'elle voulait se mettre à son compte, faire des affaires, mais je ne savais pas comment. Donc, en fait, j'ai listé les choses que je savais faire. Et parmi ces choses-là, j'ai gardé à l'esprit que je pense en tout cas savoir rédiger des CV parce que j'avais déjà corrigé des CV de proches et d'amis. Et ça avait bien fonctionné. J'ai toujours aimé, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours su avoir un regard en fait sur les CV des gens. Donc, je me suis dit, ben, on va rajouter ça dans la liste. Et quand j'ai analysé les choses qui étaient dans la liste, en fait, c'est vraiment le truc pour lequel je me suis dit, ah, mais ça, je pense assurément que je peux apporter quelque chose. Je pense que le besoin, il est clair, il est précis. J'ai pas le sentiment que c'est un besoin qui est déjà résolu dans le monde. En France, en tout cas, dans le monde, c'est quand même très, très ambitieux, mais déjà en France, en tout cas, qui n'est pas résolu comme je le voyais. Donc, je me suis dit, on peut peut-être essayer de faire, d'accompagner des personnes en recherche d'emploi. Donc, c'est littéralement comme ça que l'idée du projet m'est venue. Le nom, grâce à ce podcast-là. Et puis voilà, 2 années et demie plus tard, bientôt 3 ans, ben voilà, Job Mentor est là. OK, OK, super. Du coup, comment alors merci pour ça. Comment tu aides, concrètement les personnes en recherche d'emploi du coup? Alors, comment je les aide concrètement? Ben, la première chose, c'est qu'il faut déjà que je comprenne c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs difficultés. Généralement, les difficultés sont les mêmes. Mais pour moi, c'est vraiment important de comprendre le besoin pour pouvoir apporter la meilleure des solutions. Donc, une fois que le besoin il est décédé, je travaille, j'ai fait le choix en tout cas de mettre en place des solutions qui me permettent d'avoir un impact sur un maximum de personnes, notamment des formations en ligne, hein, parce que initialement, je proposais des accompagnements individuels, donc ça, j'en ai fait pendant quelques temps. J'ai ensuite proposé des accompagnements de groupe aussi pendant quelques temps. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que j'étais très, très limitée en termes d'impact et de nombre de personnes à qui je pouvais partager ce savoir-là. Donc, je me suis dit, bah, il y a les formations en ligne, pour moi, m'en avoir suivi quelques-unes, qui semble être un format avec une plus grande capacité en tout cas de toucher les gens. Donc, je me suis dit, ben, on va tester, on va se lancer sur ce marché-là. Donc, j'ai fait le choix de créer des formations en ligne, notamment celle de ton cousin autour de la recherche d'emploi. Donc, j'ai fait le choix de choisir des thématiques qui répondaient donc aux problématiques les plus récurrentes chez les personnes en recherche d'emploi. Donc, aujourd'hui, ce que je propose, c'est des formations en ligne autour du CV, de l'entretien d'embauche, de motivation, du réseautage. Voilà, avec Job Mentor, c'est principalement ce que je propose. OK, Alors, la différence n'est pas énorme, mais je dirais quand même l'entretien d'embauche, oui. d'accord, OK. C'est la formation, enfin, la différence, comme je dis, n'est pas énorme avec la formation CV. Ces deux formations-là sont les formations les plus, sur les 4 formations que j'ai. OK, OK et donc du coup, depuis l'époque des biscuits, tu as beaucoup évolué donc sur les différents business. Maintenant, tu es plus justement sur les business, digitaux, en ligne et cetera et je sais que tu as d'autres projets. Je pense que c'est peut-être la vision et puis comme tu disais, le contact avec ta tante qui t'a peut-être, marqué à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, au-delà de Job Mentor, qu'est-ce que tu fais d'autre? Alors, ce que je fais d'autre au-delà de Job Mentor, il y a deux choses déjà. À l'intérieur de Job Mentor, je suis en train de travailler sur je sais pas à quel moment cet épisode de podcast il sera publié. Peut-être qu'à ce moment-là, le projet il aura déjà été lancé. Mais la liste d'attente est en cours d'ailleurs. Donc, je suis en train de travailler sur un projet de rassemblement de salariés. L'idée, en fait, c'est de créer une véritable communauté de salariés en France et de leur donner, à l'intérieur de cette communauté, de leur donner toutes les clés pour venir traiter plein de points clés dans leur vie salariale, notamment comment, par exemple, réussir un entretien annuel, comment éviter les conflits au travail, comment bien gérer son budget quand on est salarié. Donc, tout ça sont des thématiques pour lesquelles, tu te doutes bien, je n'ai pas d'expertise, mais pour lesquelles j'ai fait le choix de travailler avec des experts sur chacune de ces thématiques-là, sous format donc d'ateliers et de masterclass qui seront disponibles pour les personnes qui feront partie de ce programme-là. Donc ça, c'est un gros projet sur lequel je travaille en ce moment avec Job Mentor. Et un autre projet que j'ai lancé l'année dernière avec une associée, c'est Athena Academy. Peut-être que tu en as aussi parlé. On est toujours dans le monde de la formation, dans le monde du digital, toujours avec cet objectif de démocratiser le savoir. Donc c'était un projet de pack de formation à destination des femmes.
Là, l'idée, c'était vraiment de proposer aux femmes un pack avec plusieurs formations à un prix vraiment très, très, très abordable pour qu'elles puissent venir se former sur des aspects aussi bien personnels que professionnels dans leur vie. OK, super et comment parce que tu vois, ces 2 alors tu as le 1er par exemple, celui du rassemblement des salariés. Comment tu en arrives à te dire: «Mais ça, c'est un produit dont les gens peuvent avoir besoin»? Comment ça cette idée-là, soit elle germe ou bien c'est des retours terrain? Comment tu arrives à trouver ça, cette idée-là? En fait, s'il y a quelque chose à laquelle je me suis toujours attelée depuis le lancement de Job Mentor, c'est vraiment la proximité avec les personnes qui me font confiance au quotidien. C'est-à-dire que j'ai ce réflexe-là de poser beaucoup de questions. Donc, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une communauté plutôt importante, ce qui fait que derrière, quand je mets en place des sondages, des enquêtes, j'ai quand même des retours assez représentatifs. Bon, ok, j'ai pas non plus des retours, j'ai pas 10 000 retours, hein, mais j'en ai. Et avec ces retours, en fait, j'arrive très très rapidement, entre ces retours et les messages que je reçois au quotidien de personnes qui m'exposent leurs problématiques, j'arrive très rapidement à me dire, il y a une facette en fait qui manque que je ne traite pas encore. Si je prends l'exemple de Job Boost, donc le programme que je suis en train de mettre en place pour les salariés, j'en suis arrivée à me dire, OK, avec Job Mentor, c'est quoi ma mission au final? Ma mission, c'est quoi? Ma mission, c'est pas qu'on décroche le poste qu'on rêve, hein, c'est pas ça, moi. Ma mission, c'est que les gens soient bien dans leur taf. Pour être bien dans son taf, déjà, il faut le trouver, il faut le décrocher. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Pour être bien dans son taf, il faut le décrocher et il faut s'assurer, il faut mettre en place des choses qui nous permettent d'y être épanouis. Et je me suis rapidement rendu compte que, ben, il y avait, à date, en tout cas, il y avait qu'une seule partie de ma véritable mission que je traitais et il y avait toute une autre dont je faisais abstraction. Donc, il y a cette prise de conscience-là, il y a les nombreux retours que j'ai eus de personnes qui me suivent depuis quelques temps maintenant, des demandes aussi de personnes que j'ai accompagnées qui me disent, ouais, tu m'as accompagné, c'est bon, j'ai décroché mon poste et maintenant, what's next? Tu vois, c'est quoi la suite? Donc, il y a aussi il y a tout un tas de faisceaux comme ça qui sont arrivés et qui m'ont fait me poser les bonnes questions et me dire, ben, en fait, qu'est-ce qui me manque pour proposer une telle solution? Littéralement, ben, il va me manquer l'expertise. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On va aller frapper à la porte de personnes qui sont expertes et qui vont donc pouvoir venir m'accompagner dans ce cheminement d'aider les salariés à être bien, à kiffer leur salariat, quoi, à être bien dans leur vie professionnelle. OK, OK, super. Alors, l'idée d'Athena Academy m'est venue parce que j'ai moi-même acheté un pack de formation en ligne. Donc, j'ai acheté, on les appelle des bundles. En fait, c'est vraiment l'idée de vendre un pack de plusieurs formations qui ont un prix normalement relativement élevé, mais le fait de regrouper toutes les formations, on va faire un rabais à 90, 95, 96%, un rabais énormissime. Donc, j'ai moi-même acheté un pack de formation en février dernier, qui est à destination des entrepreneurs. Et je me suis posé la question, mais en fait, pourquoi c'est souvent que pour les entrepreneurs, en fait? Pourquoi on diabolise? Alors, c'est pas qu'on diabolise autant le salariat, mais on ne met pas en lumière le salariat. C'est en fait ça. C'est que j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est la voie et c'est la seule voie, c'est la meilleure des voies. Et le salariat, c'est pour les nuls. Alors, même moi, perso, je ne pense pas du tout. Je pense que les deux voies ont leurs avantages, leurs inconvénients. Et puis, ben, il y en a qui sont faits pour être entrepreneurs, il y en a qui ne veulent pas être entrepreneurs, tout simplement. Et je me dis, ben, c'est dommage que pour ces personnes-là qui sont à l'aise avec leur choix de salariat et qui veulent le faire, c'est dommage qu'elles n'aient pas les clés. Donc, quand j'ai acheté ce bundle-là, je me suis dit, ben, ce serait trop cool d'avoir la même chose aussi pour les personnes qui ne sont pas entrepreneurs. Et c'est vraiment comme ça que l'idée a germé. J'en ai parlé à à une amie qui est donc devenue mon associée par la suite. Et c'est comme ça qu'on a mis en place le projet. OK. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec ton point parce que c'est vrai, alors, je pense qu'aussi c'est des tendances marketing et puis pour appuyer le fait, mais c'est vrai que souvent on oppose, entrepreneuriat, vie salariat. Je pense que même quand tu es salarié, en fait, tu es déjà un peu entrepreneur, sauf que tu as qu'un client et que tu fais qu'une tâche en vrai. Mais en fait, tu as déjà des responsabilités. Tu savais à quoi t'attendre quand tu as commencé, ben, l'entrepreneuriat parce que souvent on te dit: «Voilà, l'entrepreneuriat, c'est la liberté et cetera». Oui, c'est la liberté, mais il y a quand même des conditions, il y a quand même une Un prix, contrepartie. Tu vois? exact, ça a un prix, quoi. Ouais, Ah clairement. non, moi, je me dis, c'est trop cool que tu le dises parce que j'en parlais encore il y a quelque temps avec une entrepreneuse. C'est que je me dis, les gens ne se rendent pas compte. Après, comme moi, depuis le collège, hein, je me considère entrepreneuse depuis le moment où j'ai commencé à vendre mes biscocos. Donc, on va dire que depuis très longtemps, je le suis. Donc, je pense que j'ai plus ou moins été vaccinée. C'est-à-dire qu'il y a des choses avec lesquelles je suis beaucoup plus à l'aise parce que j'ai déjà eu un petit peu cette expérience-là. Mais je sais qu'il y en a pas mal qui tombent des nues, en fait, quand ils se rendent compte que
L'entrepreneuriat, c'est la liberté, mais en réalité, c'est juste la liberté de choisir comment on alloue son temps. Sauf qu'on n'a pas plus de temps que les autres quand on est entrepreneur. On n'a pas plus de temps libre que les autres quand on est entrepreneur. Bien au contraire. En tout cas, les premières années, généralement, enfin, moi, je me souviens, c'était pas il y a très longtemps, mais même maintenant encore, je peux clairement le dire. Je travaille 2 voire 3 fois plus que je ne travaillais quand j'étais salarié. Donc, Mmh. c'est aussi important quand même de ne pas idéaliser quelque chose qui n'est pas idéal, en fait. Il n'y a pas de situation idéale. Toutes les situations ont des avantages, toutes les situations ont des inconvénients. La seule question à se poser, c'est quelle est la chose avec laquelle je suis la plus à l'aise? Quelles sont mes priorités en fait à cet instant? Qu'est-ce que je me sens capable de faire? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Parce que c'est aussi une question de projection. Comment est-ce que je me projette? Mais il n'y a pas de, tu vois, je ne peux pas diaboliser l'entrepreneuriat parce que je suis moi-même entrepreneur. De la même façon, je ne peux pas diaboliser le salariat parce que j'ai été salarié pendant 7 ans et surtout parce qu'aujourd'hui, ma mission, c'est d'accompagner les salariés à kiffer leur salariat. Donc, pour moi, tu vois, dans cette mission même d'accompagner les salariés, je leur propose des formations sur la création d'une micro-entreprise parce que je me dis, ça peut aussi être pour kiffer son salariat, ça peut aussi être, ben, j'ai cette volonté de faire autre chose à côté, d'avoir une activité complémentaire qui, peut-être, dans quelques temps, va me faire vouloir me mettre complètement à mon compte. Et c'est très bien aussi. Le plus important, c'est que peu importe les choix professionnels que nous fassions, ben, le plus important, c'est qu'on soit épanoui. Si le salariat, si c'est arriver, il faut être salarié, ben, ce sera ça. Si pour y arriver, il faut devenir entrepreneur, ce sera ça. Pour moi, les deux ne doivent pas s'opposer, mais sont juste deux choses complètement différentes et c'est très très bien comme ça. Mmh. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi et il y a un point, tu sais, souvent, on parle sur le podcast un peu du tunnel pour t'expliquer un petit peu la notion. Le tunnel, un peu, c'est quand tu c'est comme tu dis, c'est souvent au début, mais même je pense dans le parcours, et puis ça dépend aussi, je pense que c'est un peu des cycles, hein, l'entrepreneuriat ou même la vie ou autre. Et il y a des moments, en fait, tu vas devoir travailler beaucoup quand il y a des lancements de projets, il y a des moments où tu vas peut-être un peu relâcher, te reposer. Et le tunnel, en fait, c'est cette période où tu vas travailler vraiment beaucoup sur ton projet. C'est-à-dire que tu vas te lever, tu vas penser à ton projet, tu vas manger, tu vas penser à ton projet, tu vas dormir, tu vas penser à ton projet. Et des fois, c'est pas tout le monde, mais des fois, on a tendance à travailler tellement que des fois on s'oublie soi-même en tant que personne, je veux dire. Tout c'est imaginons, hein, si imaginons Job Mentor, tu mets voilà, c'est Job Mentor à 100 et puis en fait, j'oublie la personne Chloé. Est-ce que toi, ça t'est arrivé dans ce parcours-là, dans ton parcours en tout cas d'entrepreneur, un moment de travailler vraiment beaucoup, de potentiellement parfois t'oublier? Parce que des fois, je te dis ça moi aussi par expérience où j'ai beaucoup travaillé des fois et puis en fait, des fois alors tu as des gens des fois qui font des burn-out, tu as des gens qui sont fatigués, tu as des gens qui des fois, je me souviens, c'est une amie qui s'appelle Laura qui m'avait dit ça, elle me disait: «On peut être passionné, mais on n'est pas obligé d'être passionné H24» et ça m'avait marqué parce que je me disais en fait, moi je pensais que la passion c'était vraiment tout le temps et puis des fois alors moi tu vois je suis très tech, très digital, très code et cetera et puis des fois en fait je voulais plus voir une ligne de code. Je me disais: «Ah non, franchement là je peux plus voir du code, j'ai plus du tout envie, il faut que j'aille faire carrément mais quelque chose à l'opposé», tu vois? Est-ce que toi ça t'est arrivé dans ton parcours, de d'avoir cet aspect de tunnel? Complètement, complètement. Je dirais même que je suis encore en plein dedans, très sincèrement. Après, c'est super intéressant ce que tu dis et super intéressant aussi la phrase de ton amie Laura. Moi, personnellement, déjà, c'est un choix. Je pense que ce qui est bien déjà, c'est d'avoir le choix. Moi, c'est un choix que j'ai fait et c'est un choix, non seulement c'est un choix que j'ai fait, mais c'est aussi une chose dont j'ai conscience. C'est-à-dire que je ne suis pas prise par les événements sans avoir conscience, en fait, qu'en réalité, ben, je suis plus ou moins en train de sacrifier une bonne partie de ma vie personnelle, par exemple. C'est un choix que j'ai fait, c'est un choix avec lequel je suis à l'aise, mais qui ne va pas durer éternellement. C'est-à-dire que mon objectif, bien évidemment, ce n'est pas de passer, comme tu l'as dit, d'être passionné H24. Non, mon objectif, c'est de pouvoir avoir justement cette passion qui reste, mais d'avoir aussi des moments de la semaine, de la journée où mon cerveau, il est vraiment complètement vide et où je me dis, bon, ben là, là, let's go pour une autre passion, un autre type de passion, mais qui n'a rien à voir avec le business. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Comme je te dis, je suis dedans parce que je lance un programme. Donc, bien évidemment, mon nouveau projet, mon nouveau bébé, bah, je suis obligée, plus ou moins, en tout cas, obligée d'y être 24 sur 24 et d'y penser 24 sur 24. Mais je garde quand même à l'esprit que ce n'est
passe à la finalité. Je rejoins 100% Laura. La finalité, ce n'est pas d'être H24 dans son business, sur son business, même si c'est difficile, hein, parce qu'il y a des pensées qu'on ne contrôle pas. Mais la finalité reste quand même que le business soit au service de notre vie et pas l'inverse. Sinon c'est compliqué. Ouais, non, Tu as clairement. parlé de risque de burn-out et tout. En effet, j'ai jamais connu ça, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, mais c'est quelque chose qui existe littéralement et le but, c'est de ne pas arriver à ce stade-là. Ouais, clairement. Et bon, tu ne l'as pas dit, mais Chloé, tu as aussi écrit un livre. Oui, c'est ça, moi. Oui, aussi. Oui. Explique-moi, alors ça aussi, il faut que tu m'expliques. Déjà, pourquoi un livre? Comment? Et c'est quoi le parcours pour parce que justement, j'ai vu que tu as créé, donc je pense que c'est un tout autre parcours que créer une formation en ligne, et cetera. Explique-moi un petit peu ce projet-là. Alors, si je suis transparente, ça n'a jamais été un projet. De D'accord. façon très transparente, ça n'a jamais été un projet. Quand je me suis lancée, la première chose que je me suis dit, c'était pas, ah, bah, tiens, Chloé, il faut que tu écrives un livre ou quoi que ce soit. Ça n'a jamais été un projet. Ce n'est même pas quelque chose qui m'a, pour tout vous dire, hein, ce n'est même pas quelque chose qui m'a effleuré l'esprit à un moment de mon parcours. Et c'est vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus et qui m'a donc fait envisager cette option-là. Quand je dis ça m'est tombé dessus, c'est parce qu'une maison d'édition m'a contacté en me demandant si ça m'intéresserait d'écrire un livre autour de la recherche d'emploi. C'est vraiment comme ça que le projet a été lancé. Donc, par contre, une fois que la maison d'édition m'a contacté, je pense que j'ai pas réfléchi très longtemps. Je pense que le oui a été quasi immédiat, tout simplement pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec Job Mentor, et ça, tu le verras, et les personnes qui nous écoutent auront peut-être l'occasion de le voir s'ils regardent un peu ma proposition de service. Mon ambition est plus au niveau de l'impact global, c'est-à-dire que moi, je vise un impact de masse. Moi, ma mission, c'est vraiment de toucher un maximum de personnes en recherche d'emploi et de salariés. C'est ça l'objectif. J'ai pas un objectif de niche. Hein. Mon objectif, ce n'est pas, par exemple, d'aider les salariés du domaine médical ou d'aider les personnes en reconversion. J'ai pas un objectif de niche. J'ai vraiment un objectif d'impact maximal. Et quand j'ai eu cette proposition de la maison d'édition, en fait, quand je repensais à mon objectif, ben, je me suis dit, ah, en fait, le livre, c'est encore une possibilité additionnelle d'aller toucher un maximum de personnes. C'est complètement en phase avec mon objectif. Donc, on va d'abord dire oui. Avant qu'il me change d'avis, là, je réponds d'abord oui. Et après, je sais comment on va le faire. Mais déjà, je lui dis, je suis partante. Et la chance aussi que j'ai eue, ben déjà, s'il écoute Christophe, je lui fais un gros coucou. Mais la chance que j'ai eue avec Christophe, c'est qu'il m'a laissé complètement la liberté sur la thématique du livre. C'est-à-dire OK. que l'idée, c'était un livre sur la recherche d'emploi. Maintenant, qu'est-ce que j'allais traiter dans le livre? C'est au fur et à mesure des séances de brainstorming, au fur et à mesure des sondages faits grâce à mon audience, mais à ce que je remercie d'ailleurs, sur Instagram, qu'on s'est vraiment rapproché sur cette précision de l'objectif du livre qui est donc d'aider les personnes qui n'ont pas d'expérience à décrocher un emploi. Et puis voilà, ça m'a pris quasiment une année pour le rédiger de façon entière. Mais la satisfaction aussi que j'avais, c'était de me dire, mais en fait, et ça, quand j'ai terminé le manuscrit, quand je lui ai envoyé, là, je me suis dit, mais j'espère que les gens vont réaliser la chance, entre guillemets, ou c'est pas la chance, mais vont réaliser la bombe qu'ils auront entre les mains, parce que littéralement, tout ce que j'ai mis dans le livre, c'est tout ce que moi j'aurais rêvé avoir une fois que j'ai terminé mes études, parce que je n'avais pas plus que ça d'expérience, et je n'avais pas été formée à l'université. J'ai littéralement mis tout sans aucune retenue. La seule retenue que j'ai eue, c'est la maison d'édition qui me l'a donnée parce qu'il fallait pas dépasser un certain nombre de pages. Si ça dépendait que de moi, ça aurait été une encyclopédie, assurément. Assurément, je vais tout donner. Mais il y a Christophe qui à chaque fois me disait non, Chloé, attention là. Donc j'ai dû supprimer beaucoup de choses que je voulais mettre dans le livre parce qu'il y avait cette limitation du nombre de pages et qu'il fallait que ça reste digeste quand même. Le but, c'est que ce soit accessible pour les gens et pas que aussitôt acheté, aussitôt on a peur de l'ouvrir parce qu'on ne sait jamais quand on le terminera. Donc voilà un petit peu la petite histoire du livre que j'ai en effet rédigé autour de la recherche d'emploi pour les personnes qui n'ont pas d'expérience, les jeunes diplômés ou les personnes en reconversion professionnelle. OK. Non, franchement, en tout cas, super chapeau, chapeau pour ça parce que ça a l'air d'être un projet colossal, même comme tous les autres projets, mais ça prend du temps et puis, c'est pas simple. On reviendra sur la notion aussi de focus parce que je pense que pour réaliser ce type de projet-là, il faut un gros focus, faut
potentiellement une discipline. Alors des fois, les gens n'aiment pas le mot forcément discipline, donc on verra aussi, cet aspect-là, en tout cas, comment toi tu l'intègres dans tes différents projets. Parlons aussi maintenant, un peu stratégie parce qu'aujourd'hui, faire des formations, donc c'est déjà un fait, donc tu as compris et cetera. Mais ensuite, faut réussir justement à marketer ces formations, à pouvoir, les vendre, à pouvoir les mettre en avant, que les gens soient au courant, de ce que tu fais. Donc au niveau stratégie et j'ai vu, moi-même, je me demande comment tu crées autant de contenu, autant de carrousels et cetera, mais on y reviendra juste après. Mais c'est quoi ta stratégie aujourd'hui de si je dirais de marketing global par rapport à ton académie? Est-ce que j'ai une stratégie? Ça, c'est la première question. On doit commencer d'abord par ça. Est-ce que j'ai une stratégie? Et si oui, quelle est ma stratégie? Parce que Dieu, ta question est trop orientée là. Alors, pour répondre à non, mais est-ce que j'ai une stratégie? En réalité, je te dirais non, très sincèrement. Pourquoi je te dis non? Parce qu'en fait, je suis pas un bon exemple, hein, donc vraiment écoutez ce que je dis, mais il faudrait que ça sorte aussitôt que cet épisode il sera terminé. Mais pourquoi j'ai pas de stratégie? Parce qu'en fait, ça cogite beaucoup régulièrement dans ma tête en fait, et j'ai des idées à 1000 à l'heure quoi. J'ai des idées quasiment tout le temps. C'est-à-dire que je peux décider aujourd'hui d'une stratégie A et dans 3, 4, 5 jours en fait me dire non, je vais complètement changer. Donc le fait que ça cogite fait que je n'anticipe pas énormément les choses dans mon business. Je fais beaucoup les choses au fur et à mesure qu'elles viennent dans le business. Donc, je peux pas te dire que j'ai une stratégie clairement définie. Tu vois, là, j'ai des formations en ligne. Par exemple, cette année, j'ai décidé volontairement de ne pas communiquer autour de ces formations en ligne parce que je voulais me concentrer sur d'autres choses, d'autres projets. Donc, je peux pas te dire que j'ai une stratégie clairement définie. Ma stratégie, c'est d'aller go with the flow, comme on dit. C'est d'aller vraiment, de faire les choses comme je les sens. Et s'il y a une chose quand même que je garde à l'esprit, c'est la valeur que j'apporte. Donc à chaque instant, en fait, de mon parcours entrepreneurial, la seule chose qui va vraiment me rythmer et qui va me faire choisir ou pas de mener des actions, c'est est-ce que derrière, je vais concrètement apporter de la valeur aux gens. Si, pour moi, hein, à mon sens, si on apporte de la valeur, après le reste, oui, c'est le marketing derrière. Mais c'est beaucoup plus facile de marketer quelque chose pour laquelle il y a déjà un besoin et pour laquelle on y répond de la façon la plus efficiente, efficace possible auprès des autres. Donc, moi, je vais vraiment te dire, ma stratégie, c'est déjà de réfléchir à quel type de projet peut me permettre d'apporter un maximum de valeur. Et après, excusez-moi, et après pour la communication, je go vraiment with the flow, quoi. C'est des choses que je fais souvent 1 ou 2 mois à l'avance, mais pas plus longtemps que ça. OK, OK, super. T'as pas envie de savoir. T'as pas envie de savoir. Sur Instagram, je publie 12 fois par semaine. 12 fois par semaine. OK, OK, OK. Alors, c'est quoi ton pour moi, en tout cas, c'est l'un des gros piliers de ta stratégie. En termes d'awareness, en tout cas en termes de visibilité, tu as beaucoup de contenus qui sont, pour moi, très partageables, comme tu disais, beaucoup de valeur et cetera. Comment tu crées aujourd'hui tous ces contenus-là? Ouais, donc ouais, tu as bien résumé, hein, Jay, le fait que ben, j'ai pas de stratégie. En soi, ma stratégie, c'est la valeur, donc c'est le contenu, hein, c'est ce que je disais, la valeur que je donne, donc le contenu que je crée. Comment je fais? C'est trop drôle parce qu'on me pose souvent cette question, tu vois. J'ai OK. l'impression, pour certaines personnes, d'être une extraterrestre, mais pour moi, tout ce que je fais semble tellement naturel et normal que je ne me rends jamais compte, en fait. Là, quand tu m'as demandé à quelle fréquence, en voulant te répondre, je me suis dit, ouais, en effet, c'est quand même beaucoup, quoi. 12 fois, en fait, je poste D'accord. 1 fois par jour le week-end. C'est pour ça que j'ai dit 12 fois, en fait. Et c'est vrai que OK. quand on y repense, c'est quand même, enfin, c'est énorme, quoi. Et ça fait quand même un petit bout que je garde ce rythme-là. Comment je fais pour créer autant de contenu? On en revient à ce que je te disais au tout début, ce que je vous disais au tout début, c'est-à-dire que je parle beaucoup avec les personnes qui me suivent énormément pour suivre d'autres créateurs de contenu et même des retours que j'ai des personnes qui me suivent. C'est pas automatique en fait d'avoir des personnes qui sont abordables, des personnes avec qui on peut échanger, à qui on peut envoyer un message. Je réponds à tous mes messages. C'est-à-dire que à part si c'est vraiment un message qui ne m'est pas destiné et c'est un message très très promotionnel ou des choses comme ça, mais toutes les personnes qui
sont des personnes qui peuvent avoir besoin de mon aide, de conseils pour la recherche d'emploi, je réponds. Je ne vais peut-être pas répondre à ta problématique là direct, mais je vais te rediriger vers des solutions que je propose pour répondre à ta problématique gratuite ou payante. Mais je réponds à tous mes DM. Ça prend le temps que ça prend, mais je réponds à tout le monde. Donc ça, c'est un premier, comment dire, c'est une première règle que je me suis donnée. Au tout début, j'avais pas beaucoup d'abonnés, donc c'était pas, ça me demandait pas beaucoup d'efforts. Mais en fait, ce que j'ai fait, quand je n'avais pas beaucoup d'abonnés, j'ai réfléchi à un moyen de créer le lien. Et comment j'ai créé le lien? Je faisais beaucoup de sondages. Je me souviens que pendant un an quasiment, tous les dimanches, j'avais des rituels en fait. Je pense que ça aide aussi. Et j'ai toujours d'ailleurs des rituels. Mais il y a un an, au tout début, j'avais un rituel de faire un quiz tous les dimanches sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la recherche d'emploi. Parce que déjà, je suis une grande joueuse, j'adore jouer. Et je me disais que ça cassait toute la semaine. J'étais très sérieuse. On parlait beaucoup de trucs sérieux. J'en donnais plein de conseils, entretiens et tout. Mais je me disais, étant moi-même quelqu'un de très pas sérieux tout, ça peut être aussi bien que mon compte Insta donc j'avais pris ces décisions là tous les dimanches de faire un quiz culture générale, géographie, histoire. Il y avait 4 questions. Je faisais un classement, je disais qui avait gagné, il y avait des gagnants. C'était un truc de fou. Ça me prenait un mais je le faisais. J'envoyais des messages aux gens qui participaient. Merci pour ton retour. Rendez-vous pour les résultats. Et à la fin, j'envoyais les résultats. Et je peux vous dire que ça peut sembler banal, mais je suis sûre que ça aide pour beaucoup sur la proximité que j'ai vraiment pu développer au fil des mois, des années avec mon compte Insta. Donc, je te dirais que ma stratégie de contenu, comment je fais pour créer autant de contenu, c'est de parler aux gens, d'être proche des gens. Parce que littéralement, 80% du contenu que j'ai, c'est des problématiques que les gens m'ont posées en fait. J'ai une bonne partie qui est moi-même des recherches que je fais, des découvertes que je fais, mais la plupart, c'est des problématiques que les gens m'ont posées. Avant même ça, une chose qui est très très importante à mon sens, avant d'être proche des gens et tout, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Parce que si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, on va se faire chier à un moment ou à un autre. C'est difficile d'être régulière en matière de création de contenu si on n'aime pas le contenu qu'on propose en fait. Donc moi, ce qui m'a aidé aussi vraiment au début, c'est que j'ai très vite développé une passion pour la recherche d'emploi. Je sais que ça peut sembler bateau et à chaque fois les gens me disent mais qui peut être passionné par ça? Ben moi, je le suis et je peux vous le dire, mais assurément, je suis très très à l'aise avec le fait d'être passionné par ça. Je suis passionnée par ça, donc plus naturellement, j'allais, voilà, poser des questions aux gens, faire des sondages, lire. J'ai peut-être une cinquantaine de livres que j'ai lus sur la recherche d'emploi, regarder ce qui se fait dans le monde anglo-saxon, ce qui se fait à l'étranger, ce qui se fait en France, chez d'autres personnes. Donc, la passion, couplée à la proximité qu'on crée, le lien qu'on crée avec les autres, nous donne le contenu. Donc, ça, c'est déjà les idées de contenu. Une fois qu'on a ça, il va falloir, il faut le créer. Et ça, c'est encore toute une autre étape. Mais en soi, enfin, Canva, moi j'utilise un seul outil. Hein. J'utilise pas 10 000 outils pour créer mon contenu. J'utilise Canva et puis c'est tout. Et CapCut ou AutoTitle pour les réels, je crois. Mais c'est tout. Et après, voilà, quoi. C'est juste ça. Je crée le contenu et je recycle aussi. Hein. Au bout de 2 ans et demi, vous vous doutez bien que pour quelqu'un qui publie avec autant de régularité, j'ai aussi beaucoup de contenu stocké là, donc j'ai toujours, dans les cas, les semaines où je suis moins inspirée ou quoi que ce soit, je peux toujours aller piocher sur quelque chose que j'avais déjà publié par le passé et qui avait bien fonctionné. OK, non, super. En tout cas, ouais, merci pour ça parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que le recyclage de contenu, c'est quelque chose aussi qui marche beaucoup. Entre le moment où tu l'as publié, comme tu disais, et puis tu as des nouveaux abonnés, et puis les abonnés voient pas tout ton contenu, et cetera. Exact. Effectivement, tu peux effectivement, recycler à ce niveau-là. Mmh. Et du coup, Exact. pourquoi tu as choisi Instagram? Parce que tu aurais pu potentiellement, alors je sais pas par lequel tu as commencé, parce que sur LinkedIn, tu as un peu plus d'abonnés que sur Instagram. Je sais pas du coup par lequel tu as commencé, mais ouais, pourquoi Instagram? Parce que tu aurais pu très bien tu aurais pu aller sur Twitter, ou sur X maintenant on dit. Tu aurais pu, aller sur d'autres réseaux sociaux. Pourquoi tu as choisi, LinkedIn ou Instagram? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que j'ai toujours eu beaucoup d'appréhension. Je suis pas du tout une fan de réseaux sociaux. J'étais même pas sur Instagram. Hein. J'ai été sur Instagram 2 ans avant Job Mentor parce que j'ai créé une autre société qui a fait faillite. Mais en gros, je me suis mis sur Insta par cette société-là. Sinon, je n'avais pas de compte Instagram du tout. J'étais sur Facebook, mais sans y être. Je n'y allais jamais. Je pense que j'avais même désactivé mon compte Facebook 7 ans auparavant. J'étais sur LinkedIn, pareil, je n'y faisais rien. J'avais juste un compte au cas où.
Donc, je pars de très loin. Je pars vraiment de, je détestais, mais vraiment détestais quoi. J'avais une vraie appréhension des réseaux sociaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que initialement, quand j'ai eu l'idée de Job Mentor, j'avais pour cible les jeunes. Mon objectif, c'était d'aider les jeunes, en fait, les étudiants en recherche de stage, d'alternance ou de premier job, en fait, à décrocher leur poste. Donc, quand j'ai voulu mettre en place une présence en ligne, une stratégie de contenu, ben, je me suis demandé quel était le réseau social où il y avait le plus de jeunes. LinkedIn, ça me semblait pas être le. C'est pour ça que je suis pas allée. J'ai commencé par Insta pour répondre à ta question. Donc, je suis pas allée sur LinkedIn tout de suite parce que ben, les jeunes, j'avais le sentiment en tout cas qu'ils étaient beaucoup plus présents sur Insta. Et quand on parle de création de contenu, Twitter et tout ça, moi je connaissais même pas plus que ça. Donc, c'était pas une option. Ça me semblait un peu vieillot. Ça commençait déjà à être un peu démodé. Donc, je suis vraiment partie sur Instagram parce que ma cible initiale, c'était les jeunes. C'est comme ça que je me suis retrouvée sur le réseau social et que j'ai dû apprendre les cours du réseau social. Et je ne suis arrivée sur LinkedIn qu'un an plus tard. Donc oui, Ok, tu l'as souligné, aujourd'hui j'ai plus d'abonnés sur LinkedIn que sur Insta, mais en réalité j'ai commencé sur Insta et un an après, j'ai commencé à publier sur LinkedIn. ok, ok. Ce serait quoi un peu la rétrospective un petit peu de la Chloé de Biscoco à, à justement aujourd'hui? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas de regrets. J'ai vraiment cette façon de penser là qui me fait prendre tout pour soit des apprentissages, des leçons. Ça peut sembler bateau, mais c'est littéralement ça. C'est-à-dire que tout ce que je fais, toutes les actions que je mène, peu importe le résultat, qu'il soit positif ou négatif, moi, j'en ressors grandi. Donc, je ne peux pas dire que j'aurais fait les choses différemment. Je ne les aurais assurément pas fait différemment. Maintenant, il y a quand même deux, trois choses, on va dire, qui m'ont drivé et qui aujourd'hui, pour quelqu'un qui ne s'est pas encore lancé et qui veut se lancer, pour moi, en tout cas, c'est des choses qui sont quand même importantes à garder à l'esprit. La première chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure hein, quand on parlait de création de contenu, c'est la passion. Je pense que quand on se met à son compte, à mon sens en tout, si ce n'est pas pour suivre sa passion, autant rester salarié. C'est ma façon de voir les choses. Parce que si on se met à son compte, ça veut dire qu'on accepte plus ou moins de sacrifier certaines choses, qu'on ne sacrifie pas forcément dans le salariat. Après qu'on s'entend, hein, il y a des entrepreneurs qui explosent la première année comme ça, mais si on prend vraiment la logique des choses, c'est qu'il faut quand même travailler dur pour bien s'en sortir dans l'entrepreneuriat. Donc, moi, vraiment, le premier conseil que je donnerais avant de se lancer, c'est de s'assurer qu'on est passionné par le sujet. De ne pas se lancer s'il n'y a pas cette étincelle. Parce que, comme je dis, c'est cette passion-là qui va nous faire persévérer quand les moments durs arriveront, parce qu'ils arriveront. Et si les moments durs arrivent et que vous n'êtes même pas intéressé par la thématique, vous allez baisser les bras. Donc, la Hmm. première chose pour moi, c'est la passion. La deuxième chose, le deuxième conseil que je peux donner, qui va aussi sembler bateau, mais qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est d'accepter l'échec comme un chemin inévitable. C'est un chemin inévitable. Le seul moyen de ne pas échouer, c'est de ne pas faire les choses. À partir du moment où vous faites, vous vous exposez à l'échec. L'avantage, entre guillemets, je dirais même que c'est même plutôt une bonne chose parce que l'échec vous donne les clés pour mieux faire la fois suivante, en fait. Encore faudrait-il que vous l'acceptez et que vous les preniez tel quel. Mais pour moi, l'échec, c'est vraiment le chemin de la réussite. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, pareil, si on n'a pas ça à l'esprit, on aura 10 000 raisons de baisser les bras. Parce qu'il y aura 10 000 échecs. Il y en aura à foison. Donc vraiment, le deuxième conseil que moi je peux donner aux personnes qui veulent se lancer ou qui peut-être sont même déjà lancées, c'est vraiment cette capacité à prendre du recul suite à un échec, à l'accepter et derrière aussi à en tirer les leçons nécessaires pour mieux avancer. Et puis, peut-être la troisième chose qui me vient aussi à l'esprit comme ça, c'est la persévérance. C'est persévérer. Persévérer parce que j'ai l'intime conviction que quand on a la volonté d'aider les autres, quand on est tourné vers les autres, il n'y a pas moyen que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé la bonne méthode. Donc, ne jamais arrêter de chercher cette bonne méthode-là pour que les choses marchent. Mais si on est tourné vers les autres, ça marchera assurément. Donc, vraiment, le troisième, et je vais m'arrêter là parce qu'après, je peux lister plein de choses. Hein. Mais de par mon expérience, ma petite expérience de 2 ans et demi, on va dire, avec Job Mentor, mais un peu plus dans l'entrepreneuriat, je dirais vraiment que ce sont les trois choses qui viennent à l'esprit. Être passionné par ce qu'on fait, apprendre à accepter l'échec et persévérer parce que les beaux jours finiront par arriver, assurément.
OK. Franchement, c'est beau, c'est beau et c'est joliment dit. Donc, non, Merci. c'est top. Et Et en fait, je le pense, non, c'est mais vraiment là pour le coup mon vécu. Donc, non, non, bien sûr, bien sûr. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait du focus parce que quand on fait, plusieurs projets comme ça, effectivement, quand on a des idées qui fusent et puis je pense, hein, je être là à réfléchir, te dire: «Ah mais il y a une opportunité là». Comment on gère au niveau focus? À je sais que toutes les journées ne se ressemblent pas, mais c'est quoi un peu une journée dans la vie de Chloé? C'est quoi un peu ta routine peut-être hebdomadaire ou quotidienne, guillemets, productivité, organisation? c'est très bien que tu me poses cette question parce que c'est le point sur lequel j'ai le plus besoin de travailler. Vraiment. OK. Donc, je vais aussi être très transparente sur ce podcast. Et comme je vous l'ai dit, hein, l'idée, c'est pas de vous vendre un truc qui n'est pas. L'idée, c'est aussi, Mmh. moi, de vous faire mon retour le plus transparent possible. Assurément, c'est ma plus grosse difficulté, c'est cette capacité à focus, justement, à être productive. J'ai le sentiment aujourd'hui que mes journées sont beaucoup trop longues par rapport à ce qu'elles devraient être en réalité si j'étais focus. C'est-à-dire OK. que je travaille beaucoup d'heures, hein. Il y a des jours où je commence à 7 heures et je termine à 21 heures, ou voire même plus tard. Donc, je travaille vraiment beaucoup. Mais en fait, en réalité, je travaille pas beaucoup. Je m'occupe beaucoup, on va dire. Si je compte le temps que je passe littéralement à travailler là, soit à créer du contenu, soit à animer des ateliers ou des choses comme ça, on n'y est pas. Je suis pas sur 15 heures par jour. Peut-être c'est même que 3 heures par jour, je ne sais pas. Mais le reste du temps, c'est les petites distractions. C'est les, ah tiens, j'ai un commentaire, il faut que j'aille répondre. Ah tiens, j'ai une notification. Ah, je viens de recevoir un nouveau mail, c'est une proposition de partenariat, je vais y répondre. Enfin, c'est plus ces petites choses-là qui viennent un petit peu drainer, manger mon énergie et qui font que je me retrouve à faire des journées à rallonge. Donc, je suis vraiment la moins bien placée pour donner des conseils en termes d'organisation et de productivité parce que c'est vraiment un élément sur lequel je suis moi-même en train de travailler. Donc voilà, je peux pas vous donner une journée type parce qu'elle n'existe pas chez moi. Je n'ai pas encore eu la discipline de me faire vraiment cette journée type là et de la partager avec vous. Ouais, non, clairement. Clairement, clairement, clairement. Dis-moi, où est-ce que les gens te retrouvent s'ils veulent, bah, échanger avec toi, parler avec toi, savoir ce que tu fais et cetera? Le meilleur moyen, c'est Insta. Comme je vous disais, je réponds à tous mes messages. Insta, des fois, ça prend un peu de temps, mais Instagram, Chloé Job Mentor. Je suis aussi sur LinkedIn, Chloé Ngassa, mon nom de famille, Nga2SA. Et puis, il y a mon site internet, mon blog, newsletter, site internet Job Mentor. Et puis voilà, c'est essentiellement ça, surtout sur Insta. Insta et un petit peu LinkedIn, mais je suis beaucoup plus active sur Instagram. OK, bah, faire sur l'année, tout ce que tu vas les nouveaux projets qui vont sortir, les académies. Franchement, c'est vraiment cool et franchement, ouais, chapeau pour tout ça. Merci, merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était un très très bel échange. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi et j'espère aussi que l'échange plaira aux personnes qui nous écouteront. Et voilà, merci pour ta confiance et encore merci à ton cousin aussi pour sa confiance parce que c'est aussi un petit peu Ouais, grâce à lui qu'on est là. Donc, Jay, merci. Puis bah, on se retrouve. Vous savez où me trouver et voilà, mes bras sont toujours grands, un grand ouvert pour papoter avec vous. super. Bah, merci beaucoup en tout cas, Chloé et puis, bah, on se dit à bientôt alors. À bientôt. Salut, ciao, ciao.